Merci infiniment, c'est un plaisir de parler devant vous. Alors, de quoi vais-je parler ? Je vais essayer de montrer un petit peu comment s'est opéré le passage de ce qu'on pourrait appeler le jeu ancien, le jeu traditionnel, le jeu de paume, le jeu de mail, etc. Comment s'est passé ce passage qui a conduit au sport. Parce que le sport, c'est en fait une pratique relativement précise, relativement spécifique, sur laquelle je voudrais effectivement montrer en quoi elle est particulière et originale. Alors une fois que j'ai dit cela, je fais une parenthèse qui porte d'abord sur des excuses. Je n'ai pas à ma disposition, ce que j'ai parfois souvent, je n'ai pas à ma disposition des images, mais je vais essayer de suppléer le manque d'images par la tentative d'imager avec les paroles. Ça, c'est le premier élément de ma parenthèse. Le deuxième élément de ma parenthèse, c'est que j'espère que mon exposé ne sera pas trop long. En tout cas, je voudrais qu'il soit extrêmement structuré. Je ferme ma parenthèse. Comment le structurer ? J'aurai 5 parties. La première, c'est de m'interroger sur, au fond, la polysémie du mot sport. Je ne vais pas développer ce que je vais dire, mais vous voyez, certains qui courent comme ça dans le parc peuvent dire « je fais du sport ». Bon. Et puis d'autres qui font les matchs de rugby que l'on voit actuellement sur la Coupe du Monde font une pratique qui, elle, est extrêmement structurée, qui n'est pas la même. Donc voilà, la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut entendre par sport ? Et puis ensuite, je vais essayer de développer un parcours historique. Donc je vais commencer par les jeux anciens. Qu'est-ce que c'est que les jeux antiques ? Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce, etc. Et puis je vais développer le temps. Troisième partie, première donc le sport. Deuxième partie, l'Antiquité. Troisième partie, le Moyen-Âge. N'oublions jamais qu'il y avait des pratiques extrêmement nombreuses et extrêmement valorisées, la joute, le tournoi, etc. Ensuite, ce que j'appellerais les jeux classiques, c'est-à-dire finalement l'époque Louis XIV, qu'est-ce qui se passe dans la rue, qu'est-ce qui se passe au carrousel, etc. Ça, c'est le 4e point. Et le 5e point, donc il y a 5 points dans mon exposé. Le 5e point, c'est qu'est-ce que c'est que le sport aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on entend par pratique sportive au sens le plus spécifique et le plus étroit du terme ? Voilà mon propos. Alors, je vais essayer de développer le premier en essayant de montrer comment il ne faut pas se laisser gagner par ce que j'appellerais une vulgate. Alors, la vulgate, elle peut avoir 2 pôles, si vous voulez. Le premier, c'est un pôle relativement faible. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au fond, moi, je sors, je fais un défi avec l'un ou l'une d'entre vous. Je dis, voilà, je vais courir le plus vite possible. On fait un pari, bon, voilà. Et on dit, on fait du sport. Alors, c'est vrai que si vous prenez ce type de repère, vous dites, le sport a toujours existé. C'est-à-dire que les paris se sont toujours développés en France, à l'étranger, etc. Bon, c'est le premier point de vue. Tout se confond, vous voyez, tout est pareil. Il suffit de faire une activité physique pour que ce soit une activité que l'on peut qualifier de sportive. Et puis, à l'envers, vous pouvez dire au contraire ce que prétendent certains. Il n'y avait pas de sport auparavant. Le sport, ça s'est inventé avec Pierre de Coubertin et quelques autres, qui ont installé quelque chose qui est de l'ordre d'une véritable organisation, qui aboutit aux Jeux Olympiques dont nous parlerons évidemment tout à l'heure. Et cette organisation, elle n'existait pas auparavant, et donc certains disent, il n'y avait pas de sport avant. D'ailleurs, les contemporains, c'est très curieux, moi ça me surprend quand je lis ces textes-là, les contemporains de la fin du 19e, qui sont face à l'apparition des clubs, qui sont face à l'apparition des championnats, qui sont face à l'apparition des compétitions internationales, etc., disent, mais avant, il n'y avait rien. Bon. Or, figurez-vous qu'avant, il n'y avait pas rien, il y avait beaucoup. Il y avait des jeux multiples, divers, il y avait une activité, je dirais, effervescente, extrêmement forte, passionnée, etc. Donc c'est ça qu'il faut évidemment mettre en évidence, en sachant bien que ce qui s'est inventé à la fin du 19e siècle, c'est véritablement original. Et c'est original, je ne le dis pas pour l'instant, je vous laisse attendre, c'est original parce qu'en fait ça révèle un changement de société. Et faire l'histoire du sport, c'est ça qui personnellement me passionne, je vous le dis tout de suite. C'est pas faire une histoire des pratiques comme ça, de manière hasardeuse, en disant ouais, avant on agissait de telle façon, après de telle autre. C'est pas tellement ça. C'est montrer comment les jeux révèlent finalement des dispositifs sociaux. Vous voyez, le jeu antique, il renvoie à la société antique, avec les esclaves, avec les citoyens, avec le rejet des femmes, etc. Donc c'est ça que je voudrais aussi mettre en évidence quand je fais l'histoire du sport. Pour moi, l'histoire du sport, c'est faire non seulement l'histoire des pratiques, mais faire l'histoire des contextes de ces pratiques et
ambition extrême, montrer comment ces pratiques révèlent du contexte. Vous voyez, c'est presque faire une sorte de détour, montrer comment les jeux nous révèlent en fait des sociétés. Et c'est pas l'inverse, c'est pas la société qui révèle le jeu, c'est le jeu qui éclaire en quelque sorte. C'est ça que je voudrais montrer. Évidemment, c'est un peu ambitieux, mais je connais votre générosité et vous me pardonnerez cette ambition. Alors, j'en viens à mon deuxième point, qui est qu'est-ce qu'on entend par jeu antique? Je ne parle pas du sport. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par jeu antique? Alors, vous avez évidemment l'exemple des... Je m'en tiendrai à ça essentiellement. Hein. Vous avez évidemment l'exemple des Jeux Olympiques. Alors, vous allez me dire, les Jeux Olympiques, ça y est. Ce que dit d'ailleurs Père de Coubertin. Ça a été inventé par les Grecs. Et puis, nous avons réinventé ce qui existait déjà. Alors, c'est là qu'il faut être très attentif, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui s'est créé à la fin du XIXe siècle. On ne comprend pas quelles sont les pratiques d'aujourd'hui. C'est là qu'il faut être attentif. Il faut dire non, c'est pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce que c'était que les jeux antiques? Alors, évidemment, c'était des jeux qui se déroulaient tous les 4 ans, c'était des jeux qui étaient initiés par les cités, c'était des jeux qui se déroulaient sur des lieux précis, dont, bien entendu, la Grèce, Olympie. Il y avait d'autres jeux, hein. Il y avait d'autres jeux, mais essentiellement, Olympie, avec la rencontre de, comment vous dire, d'acteurs particulièrement compétents qui venaient concourir sur des épreuves qui n'étaient pas très nombreuses. Hein. Il y en avait en gros 7. Le pancrace, le lancer de disque, le saut en longueur, la course de char, etc. Il n'y en avait pas beaucoup. Bon. Et qui se rencontraient sur ce type d'épreuve-là. Quelles sont les différences? Et il y en a beaucoup. La première, c'est qu'en fait, ça n'apparaît pas de façon immédiate dans les textes, mais ça apparaît quand vous creusez les textes. En fait, ces jeux anciens étaient beaucoup plus religieux qu'on ne l'imagine. Et je pense que le retour comme ça des 4 ans, c'était installé du cycle d'abord, mais c'était installé aussi une sorte de complicité avec les dieux, de réveil, vous voyez, de lutte contre la mort, de réveil contre l'assoupissement possible du social, redonner de la flamme, réactiver, redonner au fond de la complicité avec les dieux, etc. Donc il y avait des rituels. Il y avait des rituels qui consistaient à faire des offrandes, qui consistaient à faire des sacrifices, etc. avant les Jeux. Première différence, la religion, même si parfois Coubertin utilise le mot, c'est pas le repère des Jeux Olympiques qui sont nés en 1896 à Athènes, si vous voulez. Bon, première différence. Deuxième différence, dans ces jeux-là, et ça révèle une société, seuls les citoyens peuvent concourir. Pas les esclaves. Les esclaves sont complètement exclus. Et je vous dirais aussi que les citoyens de seconde zone, ils sont également exclus. Donc c'est des jeux particulièrement nobles, hein, qui renvoient précisément à cette forme de réveil dont j'ai essayé de parler. Mais il n'y a pas que les esclaves qui sont exclus. Il y a aussi les femmes. La société ancienne, c'est une société essentiellement masculine. C'est une société forte, c'est presque une société de domination, écrasant. Les femmes sont inconnues. On ne peut même pas trouver le nom des épouses des grands héros grecs. Vous voyez, elles sont secondarisées complètement. Non seulement elles sont secondarisées, mais elles sont interdites. Elles sont interdites de spectacle. Elles ne peuvent pas rentrer. Et si elles entrent, c'est parce qu'elles se griment sous des sortes de costumes masculins, ce qui arrivait quelquefois. Bon. Donc, c'est quand même des jeux très exclusifs, si vous voulez. Ça fait au moins déjà 2 différences importantes. Et la troisième, à laquelle on ne s'attend pas, parce qu'on pense toujours aux jeux anciens comme étant des jeux qui ressemblent parfaitement aux nôtres et qui promeuvent quelque chose qui est dans l'idéal. Troisième exemple, extraordinaire quant à la manière dont la pensée ancienne se reflète, si vous voulez. Il n'y a pas de record. Il n'y a pas de record. Autrement dit, dans ces jeux-là, on ne pense pas le progrès. Magnifique comme idée par rapport à nous. On ne pense pas le progrès. Évidemment, on ne calcule pas les temps. Mais on pourrait, par exemple, imaginer que dans le progrès, il y ait tant de victoires mentionnées. Vous voyez ? Ou on pourrait imaginer, ça on peut mesurer, le lancer de disque, on pourrait le mesurer. Et on peut dire, il a lancé beaucoup plus que dans l'Olympiade précédente. Ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas ? Parce que le temps ancien n'est pas le nôtre. Le temps ancien, c'est un temps cyclique, c'est un temps qui revient, comme les saisons, vous voyez. Donc ça ne s'invente pas. C'est fou comme idée. Ça nous paraît presque impossible en ce qui nous concerne. Et c'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est d'ailleurs à ce genre de questions qu'est confronté l'historien. C'est-à-dire que l'historien, pour qu'il entre vraiment dans ses objets, il faut qu'il fasse taire ses propres repères. Si je garde mes repères, oui, les jeux antiques sont les nôtres.
Et si j'abandonne mes repères, c'est complètement différent. Et ça renvoie à d'autres types de pensées, ça renvoie à d'autres types de mentalités, ça renvoie à d'autres types de pratiques, ça renvoie à d'autres types de valorisation. Donc c'est ça qu'il faut dire. Le jeu ancien, c'est pas du tout le nôtre. Et je dirais que aussi bien la société antique a inventé la démocratie, dans la mesure où effectivement il y a du vote, on peut élire les responsables, etc. Mais en même temps, c'est pas la démocratie telle que nous l'entendons. Les femmes sont exclues, les esclaves sont exclus, etc. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut arriver à penser. D'où Jeux olympiques, certes, mais aucun rapport, à mon avis, avec les nôtres. En revanche, c'est vrai, et ça c'est important, parce que ça renvoie à une manière de penser la victoire, de penser, au fond, comment vous dire, la valorisation de chacun. En revanche, c'est vrai que le vainqueur, il est honoré. Et il est très fortement honoré. On peut installer même des statues dans la ville dont il est originaire, on peut laisser des statues pendant très longtemps, on peut considérer que sa victoire, elle est encore plus importante parce que les adversaires étaient valeureux, etc. Oui, mais c'est tout. Vous voyez, c'est pas... Il se manifeste pas par quelque chose qui serait exceptionnel en termes de chiffres, en termes de records et en termes de performance. La notion même de performance n'existe pas. Alors ça nous renvoie à notre histoire à nous. Quand vous regardez avec attention la manière dont, chez nous, le temps est pensé, vous voyez, ça va vous surprendre, mais pourquoi pas ? Vous voyez que le temps, en ce qui nous concerne, ne commence à être pensé en termes de progrès que très tard. Simplement, deuxième moitié du XVIIIe. Même la notion de progrès, c'est pas avant. Vous voyez, vous pouvez me dire, mais c'est étonnant, Louis XIV, comment se fait-il qu'il ne pense pas le progrès ? Non. Louis XIV, il est fier de faire mieux que les anciens. Ses châteaux sont plus amples et plus beaux que les temples anciens. Donc ça, il le pense. Mais en même temps, il ne se pense pas en termes de progrès, Louis XIV. Vous voyez, c'est quand même curieux. Le progrès, lui, n'apparaît vraiment que dans la deuxième moitié du XVIIIe, mais on va y revenir. N'anticipons pas. Donc, j'ai terminé ma deuxième partie. Je vous ai parlé du jeu ancien. Parlons maintenant des jeux qui ont joué un rôle très important dans les pratiques quotidiennes et dans l'imaginaire quotidien, qui sont les jeux médiévaux. Alors je pense que dans les jeux médiévaux, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part ce que j'appellerais les jeux quotidiens, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, le pari, comme ça a fait, quand vous sortez d'un immeuble, vous faites un pari, etc. Il faut distinguer les jeux quotidiens. Il faut les étudier, les jeux quotidiens, parce qu'ils sont assez particuliers et ils renvoient à des mentalités qui, là encore, ne sont pas les nôtres. Et puis, il faut prendre en compte non plus simplement les jeux quotidiens, mais ce que j'appellerais, moi, les jeux organisés, collectifs et des jeux de prix qui décernent un prix à l'issue de la compétition. Alors, quels sont les jeux quotidiens ? Il y a au moins 2 grands livres qui ont été créés à ce sujet. Il y en a un qui porte sur leur diversité. C'est le livre de Roger Vautier, qui est assez ancien, qui date des années 40. Il a été republié en 65, mais il a été écrit dans les années 40. Ça s'intitule « Le folklore pendant la guerre de 100 ans, d'après les lettres de rémission du trésor des chartes ». Et je vais m'expliquer sur « d'après les lettres de rémission ». Je m'explique dans une seconde. Le deuxième texte superbe, à mon avis assez remarquable, de Jean-Michel Mel, M-E-H-L, strasbourgeois, les jeux au royaume de France du XIIIe siècle au XVIe siècle, qui sont issus, enfin le texte est issu d'une thèse d'État soutenue en 88 et le livre est publié chez Fayard en 90. Alors je reviens au livre de Vautier. Le folklore pendant la guerre de 100 ans, d'après les lettres de rémission du trésor des chartes. Pourquoi d'après les lettres de rémission ? La lettre de rémission, vous savez ce que c'est ? C'est le fait que quelqu'un qui est condamné écrit une lettre pour essayer de remettre sa condamnation et la faire supprimer. Donc c'est dans un cas où il y a eu violence, affrontement, éventuellement mort d'homme, etc. Alors, pourquoi lettre de rémission ? Parce que figurez-vous que les jeux ne sont pas suffisamment considérés comme importants, contrairement à ce qu'ils sont aujourd'hui avec la presse, les télévisions, etc. Ils ne sont pas considérés comme suffisamment importants pour qu'il y ait des textes à leur sujet. Ils sont simplement évoqués comme ça. Et on les retrouve dans les textes juridiques, dans les condamnations. Sinon, on ne les voit pas. C'est quand même étonnant. Ça prouve bien qu'ils ne sont pas pris très au sérieux. Vous voyez ? C'est considéré comme quelque chose qui est
je dirais, accepter, abandonner, livrer, un peu comme si c'est la passion qui l'emporte, mais la passion est plus ou moins toujours coupable. Ça, c'est très, très important pour nous. Ils n'ont pas du tout la même valeur et la même, je dirais, comment vous dire, le même prestige qu'ils auront ensuite. Alors, c'est des jeux, il faut continuer à les préciser. Ce pas des jeux très organisés. C'est des jeux comme ça qui se déroulent. On s'affronte aux billes, on s'affronte aux quilles, un jour, puis pas un autre. On ne s'organise pas, et puis on se lance des défis, etc. Voilà. Et ce sont des jeux assez particuliers, parce qu'ils renvoient quand même, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, ils renvoient à des violences qu'on a oubliées. Je vous en cite un, je vous en cite 1000, je vous en cite un. On suspend une oie par les pattes, comme ça, on se met un peu loin, et on lance une faucille. Et c'est celui qui arrive à la tuer. Est-ce qu'aujourd'hui ça se ferait? Vous voyez, idem sur des chats, etc. Bon, donc il y a dans les époques anciennes, non mais c'est très important comme question, beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a dans les périodes anciennes une tolérance à l'égard de la violence qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc c'est souvent, excusez-moi de monter la voix parce que c'est quelque chose auquel je suis personnellement très sensible. On a tendance à dire « Ah, la violence ne fait que grandir, etc. » C'est beaucoup plus compliqué. Il y a une sensibilité aujourd'hui à l'égard de la violence qui n'existait pas dans les époques précédentes. Donc les jeux anciens, ce sont des jeux beaucoup plus violents qu'on ne le croit. Vous me demandez de vous citer un autre exemple. Je vous le cite immédiatement. La soule, qui est en quelque sorte l'ancêtre du rugby. C'était également un jeu comme ça qui se déroulait, je dirais, de manière assez aléatoire. Sauf dans certains cas, ça renvoyait à des fêtes patronales, à des fêtes de village, etc. Mais en gros, ça pourrait avoir un aspect aléatoire. Qu'est-ce que c'est que la soule? C'est un jeu qui consiste à porter une balle, qui peut avoir d'ailleurs des formes très différentes, ce qui renvoie du coup à des règlements qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est apporter une balle au-delà du camp adverse. En général, ce sont deux villages qui se rencontrent, la balle est au milieu, et puis on essaie de la porter au-delà du village qui est, disons le mot, notre adversaire. Très bien. Oui. Mais est-ce qu'il y a un règlement? Pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez vous battre tant que vous voulez. Vous pouvez vous battre. Parfois, je pense à des exemples très précis qui sont incroyables. En Normandie, la soule peut se continuer dans la mer. Vous voyez, on rentre dans les flots, etc. Et puis, les blessés, les morts, ça existe sans problème. Donc ça, ne me faites pas exagérer la présence du sang, mais ça renvoie à une tolérance qui est complètement oubliée et que je reprendrai sous une autre forme lorsque je parlerai des jeux de prix et des jeux nobles, si vous voulez. Alors, continuons un instant sur ce problème. La diversité est considérable. La paume, l'arc, les billes, évidemment les dés, mais ce n'est pas ce qui nous concerne directement, cette fameuse faucille, la soule, etc. Bien. Et puis, vous avez ce qui renvoie justement à quelque chose qui concerne la question de la gestion des jeux et la question de la violence, et puis vous avez brusquement, ou plutôt du mépris porté à l'égard de ces pratiques. Ce sont des pratiques un peu de, divertissement, si vous voulez, au sens pascalien du terme. Bon. Vous avez quand même une lettre, un édit, j'essaie de trouver, un édit donné par Charles V, donc au XIVe, qui dit « Ces pratiques, je les interdis. Je ne veux conserver que la pratique de l'arc. Parce que la pratique de l'arc, ça va permettre de former nos futurs combattants. Et ça ne le dérange pas du tout d'interdire les jeux. Un peu comme si ces jeux, finalement, n'étaient pas très importants. Alors que, faisons une parenthèse, alors que les jeux, aujourd'hui, ils sont considérés comme pédagogiques, formateurs, permettant d'approfondir le processus éducatif, etc. Ce n'est pas dans l'esprit des acteurs médiévaux. Donc Charles V supprime et garde uniquement les jeux de l'arc. En fait, je ne vous cache pas qu'en sous-main, évidemment, les jeux continuent. Bref. Donc voilà la dispersion du jeu quotidien au Moyen-Âge. Deuxième exemple, il n'y a pas que ces jeux quotidiens, il y a des jeux qui sont effectivement organisés. Il y a des jeux qui sont, en quelque sorte, qui ont une issue où ils décernent des prix. Et ce sont des jeux très particuliers. La joute, c'est-à-dire l'affrontement d'un cavalier lance contre lance, armure contre armure, ou
le tournoi. Alors le tournoi, c'est encore plus extraordinaire. Vous avez, c'est très bien montré dans un livre du XVe siècle qui s'appelle Le livre des tournois du roi René. Extraordinaire comme livre parce qu'il a en plus des gravures qui sont fabuleusement parlantes. Vous avez une barrière qui est mise entre des combattants à cheval. Lorsque le début du jeu commence, la barrière est ôtée et l'affrontement, cheval contre cheval, avec en plus raconté magnifiquement par Duby. Dans le Dimanche de Bouvines, Duby montre que la préparation de certains combats se passe par des tournois qui sont des tournois des jeux. Bon. Donc, affrontement cheval contre cheval, la possibilité de prendre des combattants, de les sortir de l'enceinte et de considérer qu'ensuite une rançon va être demandée, oui, c'est incroyable. C'est à la limite presque une pré-guerre, si vous voulez. Là, les blessures, aucun problème, le sang, etc. Et puis, à un moment donné, en particulier en Espagne avec Charles Quint, le combat est considéré comme tellement violent que l'interdit arrive, on arrête les tournois. Donc il y a bien une sensibilité à l'égard de la violence qui émerge. Vous avez par rapport à cela la joute, je reviens à ce que je disais, l'affrontement cavalier contre cavalier, ça c'est un affrontement individuel, mais la joute est également très intéressante. Parce que si vous suivez, moi j'avais suivi ça, mais vraiment je dirais au millimètre près, vous voyez que la sensibilité à la violence grandit décennie après décennie. 3 ou 4 exemples. Au début de l'affrontement à la joute, mettons XIIIe siècle, on accepte que le bout de la joute soit en fer. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. Et puis, danger terrible, on supprime le fer. Très bien. Deuxième type d'exemple. Vous avez, vous le savez très bien, au milieu de l'affrontement, une barrière. Plus la barrière est basse, plus le danger est grand. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va monter doucement la barrière pour éviter que les blessures ne soient trop fortes. Troisième exemple, l'armure. Au début, c'est une armure de guerre. Et puis, progressivement, ça va être une armure de joute. C'est-à-dire que vous allez avoir des armures qui ont des sortes de plaques considérables sur la poitrine pour faire en sorte que la lance elle-même puisse glisser et s'effacer. Et donc, on voit que le travail mental qui est fait dans l'évolution de ce jeu, c'est un travail mental qui va dans le sens d'un allègement de la violence. C'est quand même très important. Et quel était évidemment mon propos central que je ne vous ai pas dit, c'est que la joute, une fois encore, ne concerne que des nobles, bien entendu. Donc c'est un jeu très, très, très réservé. Et la joute elle-même va disparaître. La violence va disparaître. Pourquoi? 1559, affrontement à la place royale, qui est actuellement la place des Vosges. Oui, c'est ça, qui est actuellement la place des Vosges. Qu'est-ce qui se passe? Affrontement entre Montgomery, un Anglais, et Henri II, le fils de François Ier, 1559. Vous connaissez l'histoire. Henri II reçoit la lance dans l'œil et il meurt au bout de 7 jours de souffrance épouvantable. Décision. On arrête évidemment ce jeu de lance. Ça se passe lentement, ça ne s'est pas arrêté aussi simplement. Ça disparaît vraiment au XVIIe. Et qu'est-ce qu'on va faire à la place? Donc ça va être ma quatrième partie. Qu'est-ce qu'on va faire, ou ma troisième? Qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va installer des engins, des objets. On ne va plus jouter contre des adversaires front contre front. On va jouter contre des objets infiniment moins dangereux. Donc on va faire des jeux qui sont par exemple des jeux de bagues, qui consistent à faire passer la lance à travers une bague, ou on va faire des jeux qui s'appellent les jeux de tête, qui consistent à renverser des statues qui sont placées sur des sortes de plots, et l'enjeu étant de les renverser. Ça n'a plus rien à voir, c'est toujours la lance, mais ça n'a plus rien à voir avec les dangers précédents. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, et j'en terminerai là-dessus, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que dans ces jeux médiévaux, au fond, non seulement la question, je parle des jeux nobles, hein, non seulement la question porte sur, au fond, la rupture sociale, si vous voulez, le fait que c'est uniquement des nobles qui peuvent jouer. Je pense qu'il faut ajouter des choses qui sont quand même très importantes et qui renvoient à la société médiévale. La première, c'est que pour pouvoir jouer dans un cas comme ça, il faut quand même avoir du ressort financier.
Donc vous avez des exemples magnifiques. Je pense à Bayard, par exemple, qui est obligé de passer par son oncle pour que son oncle puisse le financer et acheter son harnais, acheter son armure, etc. Donc il faut avoir du fond, si vous voulez. Première remarque importante, qui renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la sélection, mais qui passe par l'argent et qui ne passe pas non plus par la sélection physique. Très important, ça, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques, ça suppose une sélection physique. Vous avez des minima à faire. Là, non, c'est plutôt l'argent, le prestige, je dirais la ressource, etc. Et le prix va favoriser le fait, ça renvoie à nouveau à la société médiévale, favoriser le fait que vous pouvez avancer dans les hiérarchies nobles. Et c'est comme ça que Guillaume le Maréchal, texte extraordinairement passionnant de Georges Duby, c'est comme ça que Guillaume le Maréchal, qui est un jouteur anglais, franchit progressivement des strates sociales grâce à son art de la joute pour finir jusqu'au conseil quasiment du roi d'Angleterre, ce qui montre bien que le jeu, à la fois, a un secteur plus ou moins de mépris, c'était le jeu populaire dont je viens de parler, et aussi peut avoir un secteur de valorisation, c'est le jeu noble et le jeu de prix dont je viens de parler à l'instant. Donc on ne peut pas négliger ce genre de choses. J'en viens à ma quatrième partie. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous changez de société et lorsque vous rentrez dans la société, les historiens appellent ça la société moderne, c'est-à-dire la société de cour, qui rassemble la cour au niveau autour du roi, si vous voulez. Ça commence avec le XVIe siècle, François Ier déjà, et ça s'épanouit, bien entendu, avec Versailles et avec Louis XIV. Qu'est-ce qui se passe ? Alors d'abord, vous avez à nouveau des jeux qui sont des jeux populaires, qui sont extrêmement nombreux. Il y a parfois, on commence à voir émerger des témoignages je pense en particulier à Chavat, qui est un travailleur de la laine à Lille, et qui laisse un petit peu de mémoire comme ça. Et Pierre l'auteur a fait un livre absolument magnifique où il essaie de recenser les jeux auxquels se livrait ce Chavat, et il voit très bien que ces jeux sont extrêmement nombreux, avec le tir à l'arc dans les douves de l'enceinte de la ville, le patinage aussi, l'hiver. Donc on invente des patins, vous voyez, ça se complique, hein, il y en a beaucoup. Le tir à l'arbalète, le jeu de lance avec des chevaux de bois, on imite les nobles. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Évidemment le mail aussi, avec, on commence à avoir des crosses et on lance la balle le plus loin possible. En particulier, ça se passe dans les sortes de grandes allées le long des enceintes également. Et il s'agit toujours de jeux qui sont des jeux quotidiens, des jeux qui sont comme ça livrés, je dirais, au hasard, en quelque sorte, du temps, jeux de paume, avec des interdits, on ne joue pas au jeu de paume lorsqu'il y a la messe le dimanche, etc. Donc ça s'organise. Il y a aussi une pratique qui me paraît extrêmement importante et sur laquelle a travaillé, je dirais, de façon absolument remarquable, Nicole Pellegrin, qui parlait tout à l'heure, qui est ici présente. C'est une pratique très passionnante, à mon avis, à l'époque classique. Elle a fait un livre qui est très important sur le sujet et qui montre que, au fond, il existe aussi des sortes de structuration de la jeunesse dans ces situations, disons, classiques ou pré-classiques, rurales, 17e, etc., qui consistent à faire affronter les jeunes d'un village sur des épreuves qui peuvent changer, d'ailleurs, selon les années ou selon les lieux. Ouais, les règlements ne sont pas fixes, ça c'est très important comme idée, hein. Ça varie, ça change selon les terroirs, etc. Et à ce moment-là, mais elle en parlerait beaucoup mieux que je ne peux le faire, de privilégier le vainqueur qui devient le roi de la jeunesse. Et ces sociétés de jeunesse ont un rôle relativement important dans la structure de la vie villageoise. Ce sont eux qui peuvent condamner des mariages entre des jeunes et des vieux, qui peuvent orchestrer des systèmes festifs, etc. Donc on voit que la société classique s'organise quand même de manière assez forte en donnant des rôles qui n'existaient pas auparavant et qui passent. Moi, ça me paraît très important, ça, qui passe par les jeux, qui passe par la présence du corps. Je trouve que je fais une parenthèse, mais c'est très important. C'est en fait l'enjeu du corps est beaucoup plus fort qu'on ne le croit et renvoie à des repères qui sont des repères sociaux et dicte des repères sociaux. Et puis, vous avez exactement comme je l'ai montré
pour la joute et le tournoi au Moyen-Âge, vous avez des jeux de prix, des jeux de nobles, vous avez des jeux qui sont en quelque sorte véritablement organisés, beaucoup plus subtils qu'on ne peut l'imaginer. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque que je trouve là encore assez importante, parce que ça renvoie au fait que la société classique, si vous voulez, elle a quand même beaucoup plus de hiérarchie, beaucoup plus de structuration, beaucoup plus de niveaux qu'on ne le croit. Et quand vous lisez, je lisais récemment un texte étonnant d'ailleurs, qui s'appelle « Traité des injures ». Bon, ça n'a rien à voir avec les pratiques sportives, mais vous allez voir qu'on peut les retrouver. « Traité des injures dans l'ordre judiciaire ». C'est un livre du XVIIIe. Et vous voyez que les injures sont différentes selon les personnes auxquelles elles sont proférées. Alors, il y a au moins 6 distinctions. Donc, ça structure le social. Les injures concernant les gentilshommes, bon, ça c'est très grave. Bon. Les injures concernant les ecclésiastiques, très grave. Concernant les gens distingués, qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez la difficulté aussi de cerner les hiérarchies. Les injures concernant les simples bourgeois, donc les gens distingués sont sans doute bourgeois, un peu plus que les simples bourgeois. Bon, bref. Et puis les gens du peuple. Et puis ensuite aussi les femmes. Donc les injures concernant les personnes du sexe. Très bien. Mais si vous prenez ce type de repère, vous allez me dire non, mais vous ne faites pas de rapport avec les jeux. Mais bien sûr que je fais un rapport avec les jeux. Si vous prenez ce type de repère, vous allez voir qu'à l'époque classique, les jeux sont aussi à penser avec ce type de distinction. Autrement dit, vous lisez un traité de jeu de paume et vous voyez que la paume des bourgeois n'est pas du tout la paume des gens du peuple. Ça n'a rien à voir. Et qu'un bourgeois, il ne joue pas avec les gens du peuple. Il ne joue surtout pas avec un noble. Vous voyez ? Donc la hiérarchisation s'est en quelque sorte aiguisée encore plus. Et vous avez des jeux qui sont infiniment sectorialisés par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, petit 1, et par rapport à ce qu'ils seront ensuite, petit 2. Donc il faut que nous nous interrogions sur le sport aujourd'hui. Est-ce que ça renvoie avec un sport qui est différent selon les gentilshommes, les ecclésiastiques, les gens distingués? Vous voyez, c'est une vraie question. Bon, et à ce moment-là, effectivement, vous avez des jeux qui ne concernent que les nobles, vous avez des jeux qui sont plutôt, en quelque sorte, réservés pour les bourgeois, etc. Alors, si je pense, le populaire, je viens d'en parler, avec Chavat et le livre de Pierre Lautin. Mais si je pense aux nobles, alors là, ça mérite quand même une vraie réflexion, parce que c'est plus compliqué que la question de la joute. Si je pense aux nobles, la société noble qui s'installe, prenons l'exemple de Versailles, si vous voulez, qui s'installe avec le XVIIe, qui est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus tranchée, beaucoup plus exclusive qu'elle ne l'était auparavant. Si je pense à cette société noble, effectivement, il y a des jeux, par exemple, qui sont liés à des événements, la naissance du dauphin, description générale de ce qui s'est passé en la place royale le dimanche 17 mai 1620, donc ça c'est Louis XIII, avec la naissance du dauphin. Alors à ce moment-là, je vous le lis, le roi désirant se réjouir avec les princes, ducs et seigneurs résidant à la cour, fit une partie avec eux, donc le roi joue, pour être représenté en place royale, on y revient, et destiné à un certain prix, donc ce sont des jeux de prix, pour celui qui, avec le plus de dextérité, tirerait à la bague à course de chevaux. Alors vous voyez, la bague s'est installée, c'est plus du tout la joute. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, exclusivement des nobles, très bien, et des nobles d'ailleurs qui appartiennent à la cour, et qui pour jouer, là aussi, doivent, je pense à un merveilleux exemple, les mémoires c'est pas un duc, je crois que c'est un marquis de Nangis, qui dit « Oh là là, je ne peux pas participer, je n'ai pas suffisamment de fonds, etc. » Et puis finalement, il trouve des fonds, il dit « Mais je ne participe uniquement pour être là, pour me montrer. » Vous voyez, bon. Et donc là, c'est pareil. Le roi, c'est pour se montrer. Alors, ce que je crois qu'il faut qu'on retienne de cela, c'est à la fois le côté exclusif du jeu, la caractéristique du jeu qui devient centré sur un geste d'affinement et pas sur un geste de violence. Et si je tire le fil et que je passe de Louis XIII à Louis XIV avec un jeu qui se passe sur la place du Carrousel, place dont le nom est resté encore aujourd'hui, ça a encore changé. Et je m'explique. Si vous lisez le compte-rendu du jeu du Carrousel pour la naissance du dauphin, le grand Carrousel donné par Louis XIV dans la cour des Tuileries à Paris,
Donc c'est plus la place des Vosges, hein, pour célébrer la naissance du dauphin, 5-6 juin 1662, avec un tableau absolument somptueux d'Henri de Gizeh. Et si vous regardez le tableau, d'ailleurs vous le trouvez, faites Henri de Gizeh sur Google, vous avez le tableau, vous avez le sentiment que c'est un stade. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, hein, mais vous avez le sentiment que c'est un stade. Et si vous regardez ce qui se passe, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe que ce que vous lisez concernant Louis XIII. C'est que le prix, d'abord il y en a plusieurs, et ensuite il est donné effectivement à celui qui aura mis le plus de lances dans la bague. Mais figurez-vous, il est donné aussi à celui qui aura fait le geste le plus élégant. Petit a. Petit b, il est donné aussi à celui dont la troupe donnera le plus grand effet, donnera le plus d'aspect effervescent, si vous voulez. Sous-entendu, qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui gagne? Je vous pose la question, ça ne peut être que le roi. Autrement dit, des nobles peuvent l'emporter sur la bague, mais c'est le roi, évidemment, qui fera le geste le plus élégant. Autrement dit, le jeu n'est pas aussi ouvert qu'on ne l'imagine. Il est orchestré, en quelque sorte, par la domination noble, et c'est ce qui caractérise, bien entendu, le côté, à mon avis, biaisé du jeu noble classique, bien sûr. Même si dans ce jeu noble, vous avez aussi l'importance donnée à la bague, etc. Alors peut-être il faut ajouter, dans ces jeux classiques, je vais traverser un petit peu, avant d'arriver au 18e, sinon je pense que, plus exactement avant d'arriver au 19e, sinon on ne comprend pas quelles sont les caractéristiques, il faut ajouter qu'il y a un autre type d'organisation qui renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'évoquais Charles V. Rappelez-vous que Charles V interdisait tous les jeux, sauf les jeux de l'arc. Et ces jeux de l'arc sont effectivement restés, et ils ont traversé le temps. Et ils ont été, en quelque sorte, à l'origine de sociétés qui, dans les villes ou les villages, se sont appelées sociétés de l'arc, dans d'autres cas, sociétés de l'arbalète, etc., sociétés de l'arquebuse, et qui permettaient de rassembler des joueurs issus un peu du même lieu, entrant en compétition entre eux pour avoir un prix. Alors, je vous dis tout de suite que dans ce cas, c'est à la fois des jeux qui concernent les nobles, mais c'est aussi des jeux qui concernent les bourgeois. Et si vous essayez de voir quelle était la composition, en quelque sorte, de ces clubs, il y a des travaux magnifiques qui ont été faits. Je pense en particulier à un travail de Daniel Ligou, dans un colloque sur le problème des jeux fait dans les années 60. Daniel Ligou, colloque d'Aix, 71. Les chevaliers de l'arquebuse. Il travaille sur Dijon, Daniel Ligou. C'était le prof d'histoire moderne de la fac de Dijon. Eh bien, la société de l'arc est extrêmement riche en termes de personnes et en termes de croisement possible social, mais croisement limité. Vous avez 40 gentilshommes, donc ça c'est le milieu du 18e. Hein. Vous avez 33 bourgeois, 54 marchands et 14 officiers. Je ne peux pas vous dire quels sont les officiers. Mais pourquoi je m'attarde sur ces jeux? Parce que je considère que, dans une certaine mesure, sans qu'ils soient sportifs, ils sont au moins pré-sportifs. Alors je m'explique. Rencontres régulières, plus ou moins annuelles, entre les personnes dont je parle. Mais le club lui-même, appelons ça un club, en fait c'est une société, hein, société de l'arquebuse. Le club lui-même, comment est-il organisé? Vous allez me dire, c'est très simple, le responsable il est élu. Évidemment non, vous pensez bien qu'on ne va pas élire. Donc le responsable, je dirais le commandant, il est nommé. Et il est nommé par l'échevinage de la ville en particulier. Donc en général c'est un noble bien sûr. En plus le jeu est parfois un peu contestable. Je pense en particulier au jeu, on appelle ça le papego, c'est-à-dire on tire un perroquet qui se trouve au sommet d'une hampe. Il y a quelques très belles, mais seulement au 18e, hein, il y a quelques très belles peintures là-dessus. En particulier une peinture de Nacré. Et donc on tire, mais souvent la hiérarchie du tir est déjà préorganisée par le dispositif social du club. Autrement dit, commence par tirer les nobles, et puis ensuite ça suit, etc. Et dans certains cas, selon les jeux, les règlements changent. Hein. Mais dans certains cas, quand le papego tombe, le jeu s'arrête, si vous voulez. Et donc, du coup, à nouveau, la faveur est donnée à ceux qui tirent les premiers, et donc ceux qui appartiennent à la hiérarchie sociale la plus marquante. Ça, c'est une remarque que je voulais faire, parce qu'on voit bien que, au fond,
la démocratie est en balbutiement, voyez. Mais la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, au-delà des hiérarchies, il y a quand même un règlement qui s'installe, avec une certaine durée, avec des rencontres qui se répètent, avec la possibilité, c'est extrêmement nouveau, c'est pour ça que je dis c'est pré-sportif, avec la possibilité de faire en sorte que des villages se rencontrent entre eux, voire même des villes se rencontrent entre elles, mais avec un interdit qui renvoie précisément à la société ancienne. On ne peut pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'on accepte, par exemple, que des rencontres aient lieu, si on pense à Dijon, autour de Dijon, plus ou moins dans la périphérie, mais si vous changez de région, c'est maintenant interdit. Donc c'est très intéressant comme question, parce que je pense, moi, je vous livre ma propre interprétation. Je pense que c'est la société, en quelque sorte monarchique, du XVIIIe, qui se méfie des mouvements de groupe et qui se méfie de déplacements de troupes qui peuvent changer comme ça de lieu et qui peuvent devenir plus ou moins menaçantes, avec une menace évidemment qui reste relativement obscure, avec des points d'interrogation, mais qui reste quand même comme ça. Donc ce sont des sociétés cantonnées, si vous voulez. Ce n'est pas les sociétés ouvertes comme les nôtres, voyez. Donc le jeu lui-même, il est relativement cantonné, il est relativement limité, mais il n'en reste pas moins extrêmement intéressant. En revanche, dernière remarque à ce sujet, quand vous lisez... en particulier, il y a un texte magnifique en 4 ou 5 volumes qui est une collection des lettres de recours envoyées, disons le mot d'aujourd'hui, envoyées au ministère, envoyées à Colbert. Quand vous lisez ces lettres de recours, vous voyez que dans certains cas, et c'est là qu'on voit que des organisations commencent à émerger de manière assez exigeante. Dans certains cas, il y a un recours des participants au jeu qui disent non, la décision n'est pas véritablement équitable, et donc nous retournons vers l'autorité et nous demandons, c'est incroyable comme histoire, et nous demandons au ministre de faire retomber sur des responsables locaux pour que la décision soit donnée de manière plus équitable. Vous voyez, donc on voit bien qu'à la fois les jeux commencent à mêler des appartenances sociales qui, sans être très ouvertes, n'en sont pour moi un peu plus en quelque sorte affranchis, si vous voulez, desserrés. Deuxièmement, des rencontres relativement régulières avec la possibilité de bouger sur un mode assez limité, mais néanmoins sensible, avec des prix qui sont donnés, avec des systèmes quand même d'organisation et avec des possibilités de recours qui renvoient à l'idée qu'au fond, le jeu est au fond projeté en responsabilité au niveau de l'autorité centrale. Ce qui renvoie aujourd'hui à des systèmes qui sont centralisés. Le jeu est centralisé. Donc voilà ce que je pourrais dire. On pourrait continuer, mais voilà ce que je pourrais dire quand même assez rapidement sur ces jeux traditionnels et anciens. Il y a peut-être une chose qu'il faut que je reprécise et sur laquelle je dois insister, c'est que vous avez le sentiment qu'au fond, un jeu X est identique sur l'ensemble du territoire, et quand vous regardez avec précision, vous voyez qu'il ne l'est pas. Autrement dit, les règlements changent. D'abord, ils sont très souvent oraux, ils ne sont pas écrits, et ils changent très profondément avec les terroirs. D'une vallée à l'autre, le ballon de la Soule n'est pas le même. Ça peut être du bois, ça peut être quelque chose en cuir, etc. C'est pas le même. Et les règlements aussi changent. Autrement dit, le tir au papegot, c'est pas forcément le même style je dirais d'abord d'oiseau, c'est pas le même style de manière dont on décerne le prix qui change selon les lieux. Donc vous n'avez pas, c'est très important comme problème, parce que le sport évidemment va s'ériger contre ce genre de choses. Vous n'avez pas quelque chose qui unifie des règlements, qui les écrivent. Et vous avez du coup, vous voyez, nos grands repères à nous, qui sont le temps et l'espace. L'espace, il est pluriel. Et le temps, il n'est pas véritablement orchestré, en dehors d'un temps qui est plus ou moins le temps religieux, si vous voulez, où effectivement les fêtes provoquent des jeux. Donc c'est un temps que j'appellerais plus ou moins cléricalisé quand même. C'est le temps, les saints patrons, vous voyez, dans les villages, qui permettent de créer quelque chose qui pourrait ressembler, en mettant 1000 guillemets, qui pourrait ressembler à un calendrier. Voilà. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense qu'on peut s'en tenir à cela. Et peut-être une dernière chose, insister quand même sur le fait que ce jeu, vous voyez, il est pas, à la fois il est sérieux, je pense au jeu royal évidemment,
où il y a du commentaire. Mais vous ne trouvez pas de grands commentaires dessus. Vous ne trouvez pas de grandes explications. Quand vous lisez dans le détail, ce qui m'est arrivé évidemment, les mémoires de Saint-Simon, qui sont des mémoires très scrupuleuses sur la façon dont fonctionne la cour à la fin du XVIIe et au tout début du XVIIIe, quand vous lisez les mémoires de Saint-Simon, qui sont d'une richesse absolument folle, si vous voulez, en termes d'indications sur le quotidien, en termes d'indications sur les relations entre les uns et les autres, etc., vous n'avez pas de description des jeux et de commentaires sur les jeux. Vous n'avez pas cela. Alors qu'aujourd'hui, la presse n'en finit pas de vous raconter comment une épreuve s'est déroulée. Vous voyez, vous n'avez pas au fond, de commentaires et d'explications sur la façon dont un jeu s'est produit. Vous avez parfois quelques indications sur la chasse, peut-être, oui, la poursuite du cerf, etc. Mais ça reste, c'est à la fois très présent, c'est curieux comme un problème, c'est à la fois très présent et en même temps, ça renvoie à quelque chose dont le sérieux est toujours plus ou moins mis en doute. Vous voyez, la phrase de Jean-Baptiste Thiers, auteur pluriel, Jean-Baptiste Thiers, fin 17e, qui écrit un traité des jeux, je trouve très important, moi. Il écrit ça en 1586. Et quand vous lisez, dans la préface, vous lisez « L'homme n'aurait point eu besoin de jeu ni de divertissement », vous voyez, divertissement au sens pascalien, hein, s'il se fût conservé dans le bienheureux état d'innocence où Dieu l'avait créé. Donc le jeu, ça a toujours quelque chose, un peu de la passion, un peu de la perversion, un peu du négatif, un peu de la faiblesse, voyez, etc. C'est évidemment ce que le sport va complètement bouleverser. Alors qu'est-ce que c'est que le sport? Qu'est-ce que c'est qui s'est inventé dans la deuxième moitié du 19e siècle? En Angleterre d'abord, dans les années 50 du 19e, et en Europe ensuite, et en France en particulier, dans les années 80 du 19e. Alors d'abord, ça met du temps, hein. Ça met du temps. Par exemple, quand vous lisez, moi j'adore faire ce genre de choses, quand vous lisez le dictionnaire manuel illustré des connaissances pratiques, en 1897, fin 19e. Donc vous allez dire, le sport il est inventé, donc on va nous parler du football. On va nous parler, le basket c'est le 20e, donc ça n'existe pas. D'accord, très bien. On va nous parler des compétitions de natation, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est pas encore inscrit dans le quotidien et dans les pratiques importantes, si vous voulez. Vous avez des jeux, les jeux de bar, le volant. Ah ouais, ça dans le fameux dictionnaire des pratiques, ça ne manque absolument pas. Un peu la gymnastique, etc. Mais c'est pas forcément, vous voyez, c'est pas l'organisation sportive. Et ça me paraît quand même, au fond, moi, très marquant. Ça s'est inventé seulement à la fin du 19e. Alors, qu'est-ce qui s'est inventé? Qu'est-ce qui s'est véritablement inventé? Si je prends l'exemple de la France, je pourrais prendre l'exemple de l'Angleterre, mais en France, c'est extrêmement... D'abord, les textes sont nombreux, sont extrêmement précis, et ils sont particulièrement circonstanciés. Si vous prenez l'exemple de la France, vous voyez que commence à apparaître, à exister, des courses, en particulier à la gare Saint-Lazare, près du lycée Condorcet, justement. Les élèves du lycée Condorcet s'affrontent dans la salle des pas perdus à Saint-Lazare. Et puis, ils se disent, pourquoi ne pas se réunir? Pourquoi ne pas faire un club? Pourquoi ne pas, au fond, orchestrer entre nous? Très bien. Puis un club, d'accord. Mais comment on va le gérer? On va élire. On va élire un président. On va élire un trésorier. Vous voyez? C'était pas pensable, ça, dans les fameuses sociétés de tir du 18e. C'était tir, leur commandant, il leur était donné. Et en plus les chevinages surveillaient le fonctionnement de la société de tir. Parce qu'il y a toujours un petit soupçon sur est-ce qu'ils vont pas se révolter. Vous voyez? Là, pas du tout. On va élire. On va élire, très bien. Et si vous continuez, alors je vais traiter ça avec des cordes d'abordage et de manière beaucoup trop grossière, bien sûr, caricaturale. Mais si vous continuez, ces clubs, il y en a d'autres qui vont s'installer comme ça. Le Racing Club de France, le Stade Français, ça va s'installer. Or, l'originalité, elle est extrêmement nombreuse. 1, on vote. Parfait. 2, dans ces clubs, on va avoir des activités différentes. Et on va les appeler d'un nom qui, jusque-là, était un nom extrêmement plus polysémique.
on va les appeler sport. Et donc, dans ces pratiques-là, il va y avoir les coureurs, il va y avoir ceux qui font du cyclisme, il va y avoir ceux qui vont jouer au ballon. Et tout ça va se fédérer avec un esprit selon lequel ça appartient à des pratiques qui se ressemblent et qui peuvent relever d'un mot qui, enfin, se désigne et renvoie à quelque chose qui existe physiquement et concrètement. Continuons. Le club, très bien. Mais pourquoi ces compétitions, on ne les améliorerait pas dans le sens précisément d'avancer, de progrès? Donc ces clubs, ils vont se fédérer. Et puis ils vont créer une sorte d'association qui va dépasser le stade du club. Donc c'est comme ça que se crée d'abord l'Union des sociétés sportives en France. Et ça se crée en 1889. Les premiers à courir à Saint-Lazare, fin des années 70. 10 ans après, on crée l'Union des sociétés sportives. Et à ce moment-là, comment les clubs fonctionnent-ils? Ils élisent. Ils élisent des responsables au niveau de la société de l'Union sportive dont je viens de parler. Donc la grande originalité, au-delà du fait de rassembler des pratiques qui sont différentes et qui finissent par porter le même nom. Deuxième originalité, les clubs fonctionnent sur un mode démocratique. Troisième originalité, la démocratie, elle se répand, elle monte. Vous voyez, elle passe à l'échelon supérieur. Et puis continuons, non seulement il va y avoir l'échelon régional, mais il va y avoir l'échelon national. Et à ce moment-là, vous commencez à voir se créer des sociétés nationales qui vont changer de nom, qui vont s'appeler fédérations, et qui vont gérer des sports de manière parfaitement organisée. Continuons. Lorsque vous organisez ce genre de choses, il faut que les gens se rencontrent. Ah, alors comment vont-ils se rencontrer? Pas compliqué. Les fêtes religieuses? Pas du tout. Pourquoi les fêtes religieuses? Absolument pas. C'est nous qui allons former notre calendrier. C'est nous qui allons organiser la structure du calendrier. Et on sort à ce moment-là du système religieux et on crée notre propre temps. Donc ces sociétés-là, elles organisent un temps qui n'existait pas auparavant, qui c'est un temps de rencontre, qui renvoie au fait que, évidemment, le changement, je n'en ai pas parlé, mais c'est évident. C'est parce que les gens disposent de plus de temps. Ils peuvent, vous voyez, ne me faites pas dire que moi, j'avais beaucoup travaillé ça quand je travaillais sur la fatigue. Ne me faites pas dire que les 8 heures à la fin du 19e siècle sont acquises. Pas du tout. Les 8 heures, c'est acquis bien après. On reste à 10 heures. Bon. Mais il y a quand même une scansion entre temps de travail, temps d'ouverture, etc. Et ce temps d'ouverture va organiser quelque chose qui est dans du loisir et qui va permettre précisément la pratique sportive et une pratique plus ou moins démocratique. Donc, le temps va se profiler autrement qu'il ne se profilait jusque-là. Très bien. Mais je ne vous ai pas parlé de l'espace. Mais l'espace, comment jouer à ces sports différents, à ces sports qui vont se rencontrer de façon régulière, qui vont se rencontrer de façon totalement originale, si on n'orchestre pas l'espace? Il faut de la place. Auparavant, Chavat jouait dans le fond des fossés de la ville, mais là, si on organise vraiment, et puis si on se déplace, on n'est plus cantonné à ne pas dépasser l'environnement de Dijon. C'est ouvert. On peut se rencontrer entre Roubaix et puis Bordeaux, vous voyez, en descendant. Et à ce moment-là, il faut organiser les terrains. Et il faut d'autant plus organiser les terrains. Alors, vous allez me poser la question. Je vous réponds. Il faut d'autant plus organiser les terrains que l'exigence commence à porter sur des temps et des records. C'est plus la société antique, c'est plus la société classique. On commence à avoir l'idée que on peut améliorer. On peut avoir des victoires qui sont liées à des calculs, qui sont liées à des sanctions passant par le chiffre. Si vous avez des records, vous êtes absolument obligé de standardiser les terrains. Alors moi, j'avais travaillé, ça m'avait tout à fait intéressé, j'avais travaillé, vous allez me dire c'est secondaire, pas du tout. J'ai travaillé sur les vélodromes. Alors quand les coureurs créent des vélodromes, très bien. Le vélodrome de Roubaix, il a 400 mètres. Le vélodrome de Bordeaux, il a 500 mètres. Comment vous faites des records? Vous voyez? Alors du coup, on voit comment s'uniformisent aussi des terrains. Comment se standardise en question des espaces. Et la fameuse question espace-temps, vous le voyez, s'orchestrer à partir du moment où le sport lui-même s'orchestre, vous voyez. Et c'est extrêmement important, ce genre de choses. Alors, vous allez me dire, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé. C'est le règlement.
Le règlement n'est plus du tout lié au terroir. Alors il y a ce livre extraordinaire qui est le livre d'Eugène Weber, La fin des terroirs. Eh bien le sport, c'est précisément le signe de la fin des terroirs. C'est le fait que vous commencez à avoir des règlements qui peuvent parfaitement traverser sans aucun problème les régions. Et pour que ça puisse exister, il faut l'écrire, le règlement. Donc c'est plus un règlement oral, c'est plus un règlement d'échange comme ça, local, entre des bonnes volontés. C'est un règlement qui s'inscrit avec, bien sûr, la garantie d'une fédération, la garantie d'une institution. Et ça renvoie à quelque chose que j'ai évoqué, mais que très volontairement, je n'ai pas explicité. Et que je vais expliciter maintenant. Vous voyez bien que ce dont j'ai parlé, entre autres, d'ailleurs j'ai parlé beaucoup, ça va me permettre de boire un petit peu. Ce dont j'ai parlé beaucoup, c'est la question du pari. Alors le pari n'a pas disparu, bien entendu, d'accord. Mais le pari avait une importance extrêmement grande dans les époques anciennes, parce que quand vous pariez, vous avez la garantie du sérieux de votre adversaire, parce qu'il a mis de l'argent. Donc il est condamné à faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Et pourquoi les paris ont relativement disparu aujourd'hui? Même si, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, paris, télévision, etc., ça continue. D'accord, très bien, vous avez raison. Bon. Mais en gros, lorsque en football, Marseille rencontre le PSG, les joueurs ne parient pas entre eux, si vous voulez. Ils ont le garant du règlement et de la fédération. Donc l'organisation sociale permet d'aller au-delà du pari et d'avoir une garantie de sérieux affirmé, explicité, visualisé, manifesté par votre adversaire. Et voilà, vous voyez, regardez à quel point nous avons compliqué la question du jeu traditionnel, à quel point nous sommes entrés dans orchestration du temps, orchestration de l'espace, démocratisation du jeu, uniformisation du règlement. Et puis, bon, évidemment, à partir de là, vous avez la question de la rencontre internationale, vous avez la rencontre, en quelque sorte, qui s'étend en termes d'espace, et c'est comme ça que les Jeux Olympiques, vous me faites parler des Jeux Olympiques, j'y viens, et c'est comme ça que les Jeux Olympiques de 96 ont pu exister. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est parce que, évidemment, les individus étaient en mesure de pousser au plus loin possible les compétiteurs, de façon à ce que, venant de très loin, ils puissent tous se rencontrer sur le même lieu. N'oublions jamais que les Américains, par exemple, partent de l'Ouest Amérique pour venir à Athènes, qui mettent quasiment un mois et qui s'entraînent encore sur le bateau, voyez. Et ça, c'est parce que la société de la fin du 19e, permet de bouleverser complètement la question des relations et la question, évidemment, des distances et des espaces. J'avais travaillé ça quand j'avais fait ce livre sur l'histoire des lointains. Et donc, c'est très important. Autrement dit, vous voyez bien... Alors, je m'exprime autrement maintenant. Je reprends le thème sous un autre angle. Vous voyez bien que le jeu révèle une société complètement nouvelle. Le jeu, au sens sportif du terme, société démocratique, société qui traverse les espaces, société qui uniformise les règlements, société, en quelque sorte, qui permet de démultiplier, à cause du loisir, qui permet de démultiplier les possibilités de pratique, et c'est bien cela qui fait expliquer le sport, qui permet d'expliquer le sport. Alors, il faut conclure sur un point qui me paraît beaucoup plus important qu'on l'imagine. Si, et vous avez raison, si vous prenez au sérieux ce que je viens de dire, et vous auriez raison, vous allez me dire, bah oui, bravo, c'est la démocratie, très bien, très bien. Mais ça mérite quand même une réflexion supplémentaire. Parce que ce qui fascine, moi je trouve, et je ne vous cache pas que personnellement j'y suis très sensible évidemment, ce qui fascine dans la pratique sportive, c'est quand même plusieurs choses. C'est le fait que vous êtes face à quelque chose qui est extrêmement vivant, effervescent. Ne prenons même pas le problème de la télévision. Vous êtes sur un terrain, en quelque sorte vous êtes en empathie par rapport aux adversaires, vous êtes touché, ému, quasi physiquement, par l'intensité de l'affrontement. C'est ça qui plaît. Bon. Deuxièmement, ce qui plaît évidemment, c'est qu'à votre avis, à vos yeux, c'est le meilleur qui l'a emporté. C'est-à-dire celui, voilà la démocratie, celui qui, à partir d'exigences qui sont identiques pour tous, permet d'émerger.
Soit parce que c'est celui qui a le plus de talent, soit parce que c'est celui qui a le plus travaillé, soit c'est parce que c'est celui qui a le plus de mérite, bref. Mais c'est celui qui émerge. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le sport conforte notre vision moderne de la démocratie. Nous sommes des sociétés, ne l'oublions pas, dont l'idéal est démocratique. C'est pas par hasard qu'il y a des concours. Vous voyez, c'est pas par hasard du tout. C'est pas par hasard qu'il y a, je dirais, des affrontements sur des postes, etc., sur des compétences. C'est pas par hasard. C'est parce que c'est ouvert. Bon, très bien. Très bien. Et le sport est magnifique de ce point de vue-là, parce qu'il est encore plus ouvert. Il a des chiffres, il a des tableaux, il vous donne des résultats merveilleux. Ah voilà, c'est le meilleur, indiscutablement, de très loin, très bien. Bon. Mais continuons de réfléchir. Est-ce que c'est forcément le meilleur? Est-ce qu'il n'y a pas des biais? Est-ce qu'il n'y a pas... bon, petit a. Mais est-ce que nos sociétés sont aussi démocratiques que cela? Et est-ce que c'est pas parce qu'elles ne sont pas aussi démocratiques que nous le souhaiterions que le sport a une telle importance? Est-ce que c'est pas lui qui nous permet, au fond, de mythiser quelque chose que nous avons espoir d'atteindre et que nous n'atteignons jamais vraiment? L'exemple de l'école est magnifique, si vous voulez. Apparemment, les enfants, ils partent tous à armes égales et au bout du compte, ils ne le sont pas. Voyez ? Donc, c'est très important le phénomène du sport. Parce que je pense que c'est à la fois un phénomène, c'est trois choses. C'est à la fois un phénomène de croyance, enfin, pas forcément de croyance, je vais venir sur la croyance. C'est d'abord un phénomène d'excitation. Bon, voilà. Et ça, c'est très beau. Ça nous permet de plonger, puis aussi quand vous le faites. Moi, j'en ai fait beaucoup, c'est fabuleux, si vous voulez. Vous y vivez autrement, très bien. À la fois le spectacle et la pratique. Bon. Et en même temps, c'est un phénomène d'adhésion. Autrement dit, le groupe permet de s'identifier dans la façon dont l'affrontement se déroule. Et troisièmement, c'est un lieu de croyance. C'est un lieu de croyance. C'est-à-dire que vous êtes convaincu que c'est effectivement le meilleur qui l'a emporté. Et ça vous permet de penser qu'au fond, notre société, elle fonctionne comme ça. Or, évidemment, elle ne fonctionne pas complètement comme ça. Donc, moi, j'ajouterais ce mot, je terminerai là-dessus. Je sais que c'est un peu provocateur. Je pense que le sport, c'est aussi un lieu mythique, si vous voulez. Vous voyez ? C'est un lieu fabuleux, et les Jeux Olympiques le montrent très bien. C'est un lieu fabuleux d'explicitation, de l'excitation, de la rencontre de l'autre, de l'adhésion groupale, etc. Mais c'est quand même aussi un lieu qui nous fait croire ce qui n'est pas forcément de l'ordre de la réalité auquel nous souhaitons le plus. Et j'en termine là-dessus et je vous remercie, avec le sourire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, allô, oui. Maintenant, c'est la période des questions. Donc, je vais vous demander si vous avez une question, une remarque, de lever le bras. Je viendrai avec le micro auprès de vous. Ça me ferait faire un peu de sport. Merci beaucoup pour cette conférence. Il y a quand même quelque chose aussi dans le sport qui relie peut-être le système de croyance dont vous avez parlé. C'est la question de l'inclusion sociale aussi et de la réussite sociale. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez bien parlé justement de la hiérarchie sociale dans le sport. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui fait que c'est un lieu mythique, c'est aussi la réussite de certaines personnes qui sont issues de milieux très populaires ou défavorisés. Et c'est ça aussi auquel je pense qu'il y a une forme d'adhésion supplémentaire. En tout cas, merci. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, quand on fait ce type d'exposé, il y a vraiment 1000 questions qui se posent. Et je le regrette personnellement. Et on ne peut pas les aborder toutes. Bon, mais c'est sûr qu'il y a une grande réflexion à faire sur la façon dont la télévision a redéployé, en quelque sorte, l'affrontement sportif. Et sur la façon dont les sportifs, au fur et à mesure que le sport s'est développé dans nos sociétés, la façon dont les sportifs ont gagné en importance et ont gagné en visibilité. Alors pour cela, je ferai deux remarques. La première, c'est la présence du sport dans, au fond, la culture quotidienne est devenue progressivement de plus en plus importante. Je cite un exemple. Avant, je vous donnerai mon deuxième point. Mais je cite un exemple. Une recherche faite par l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, à l'époque où les chaînes de télévision n'étaient pas aussi
je dirais, diversifiées qu'elles le sont aujourd'hui, l'INA, sur 10 ans, à la fin des années 90 et au début des années 2000, sur 10 ans, s'est posé la question de la présence dans le journal télévisé des objets différents, en différenciant l'objet économique, l'objet culturel, l'objet politique et l'objet sportif. Et que constate l'INA? Très curieux, moi je m'y attendais même pas. Elle constate que c'est l'objet sportif qui domine. Voyez? Alors par objet, on entend le fait de traiter un sujet, quoi, de traiter un... Bon, donc le sport a gagné, pour des raisons qui sont liées à ce que j'ai dit, hein, a gagné une importance considérable dans nos sociétés. Et vous avez tout à fait raison, deuxième point. À partir du moment où il gagne cette importance-là, les champions gagnent en importance. Ils gagnent en visibilité. Et ils gagnent évidemment en valorisation. Parce que c'est pas totalement indépendant de la façon dont on pense leur mérite, voyez, liés à l'idéal dans nos propres sociétés. Et donc, ils sont considérablement grandis. Ils le sont beaucoup plus qu'ils ne l'étaient au début du XXe siècle. Mais déjà au XXe siècle, ils le sont. Au XXe siècle, ils commencent à être fortement valorisés par rapport à ce qu'ils étaient dans les années 90, alors que le sport existait. Quelqu'un comme Carpentier dans la boxe, si vous voulez, c'est un personnage dans les années 20. C'est un personnage. Alors en plus, c'est aidé par le fait que... Il faut toujours réfléchir à cette question en l'instituant dans un contexte. Carpentier, c'est aidé par le fait que la France pense l'Amérique comme dominante. Et elle le pense d'autant plus comme dominante qu'elle a quand même fortement été aidée par l'Amérique lors de la guerre précédente. Et donc le combat entre Carpentier et Dempsey en Amérique en 21 est considéré comme un enjeu considérable auquel on lui attribue des valeurs qui sont à la fois culturelles et politiques, vous voyez. Et donc Carpentier prend une image extrêmement forte. Idem pour Cerdan. Et Cerdan mérite plusieurs remarques d'ailleurs, parce que Cerdan, à nouveau, je pense à Lenglen, avant de revenir à Cerdan. Vous voyez, vous me faites trop dire. Bon, mais je pense à Lenglen dans les années 20. Lenglen a un prestige fabuleux, d'abord parce qu'elle gagne, bon, mais aussi parce qu'elle représente quelque chose. Elle représente la mode et elle représente la France par rapport à l'Angleterre. Le tennis est dominé par les Anglais. La France se pense également infériorisée par les Anglais. Or, l'Anglaise gagne. Elle gagne Wimbledon, etc. Et du coup, elle est fabuleusement portée, vous voyez. Et c'est très important, effectivement, ce genre de choses. De même, si vous pensez à Cerdan, Cerdan bat les Américains. Et là, la deuxième remarque qu'il faut faire, c'est la force reste encore très présente dans l'imaginaire du milieu du XXe siècle. Le combat de boxe reste encore très important. 500 000 personnes suivent le cercueil de Cerdan lorsqu'il meurt dans un accident d'avion en 1949. C'est oublié. Demandez aujourd'hui quel est le champion du monde français en boxe, vous avez du mal à le donner. Vous voyez ? Parce que c'est très important comme question. Parce que l'image au fond, de la force a incontestablement baissé au bénéfice de jeux qui sont plus subtil, le tennis, la feinte au football, etc. Bien qu'il y ait des questions à poser sur le rugby. Bon, bref. Mais vous voyez, on multiplie les questions, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison de dire que l'image du champion est incontestablement à prendre en compte et sans doute joue-t-elle dans le prestige dont le sport peut bénéficier aujourd'hui. Merci, Monsieur Vigarello, pour votre propos. Vous avez parlé de la création des clubs au lycée Condorcet. Et est-ce que, même si les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, où on sait très vite ce qui se passe ailleurs et on copie, est-ce que cette création de clubs n'a pas été d'abord initiée par les Anglais ? Vous avez absolument raison. Mon propos, je vous l'ai dit, hein, mon propos, à tort sans doute, hein, a consisté à négliger un petit peu l'invention anglaise. Enfin, c'est les Anglais qui ont précédé. C'est les Anglais qui ont précédé et on le voit très bien, par exemple, pour la natation. C'est les premiers, dans les années 40-50, hein, c'est les premiers à distinguer, d'abord, à distinguer le fait que la natation s'est organisée nationalement. Donc ça, c'est très nouveau. Hein. Impossible de voir ça au 18e. Donc c'est organisé nationalement. Et vous avez des championnats qui sont orchestrés, je dirais, de manière hiérarchisée. Championnat de la ville,
the champion of the town, je prononce très bien en anglais, vous avez compris. Ensuite, le champion régional et puis le champion national. Et avec un ajout, si le champion national, alors avec les médailles, bronze, argent et or, comme les Olympiens, les Olympiques m'ont inventé à la fin du 19e. Et si vous gagnez en plus 3 fois au niveau national, je crois que vous recevez définitivement, je ne sais plus quel trophée, etc. Donc on voit bien que les Anglais, ils ont quand même, incontestablement, ce sont les premiers, sans doute parce qu'ils nous ont précédés en termes de démocratie. Hein. Je crois qu'il y a ça. Effectivement, les Anglais, ce sont les premiers à avoir pensé le club, l'organisation des clubs, le vote, etc. C'est indiscutable, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, je l'ai un peu négligé parce que, de manière sans doute discutable, je me fondais sur les textes et les images qui sont proposées en France. Oui, j'ai une question. Vous avez situé les Jeux au tout début de votre exposé par rapport lié au moment de religion, au moment religieux. Est-ce que la place des Jeux actuels, est-ce qu'elle ne serait pas liée justement au recul de la religion actuellement et le remplacement d'une certaine religion des Jeux actuellement? Je pense que vous posez une question très importante. Et moi je la prendrai à la fin du 19e siècle. Et c'est une chose dont je regrette d'ailleurs. C'est une chose dont je n'ai pas parlé, alors qu'implicitement, elle était présente dans mon propos. Qu'est-ce qui était présent dans mon propos? À savoir que le jeu traditionnel, il est à la fois très présent, très effervescent, et en même temps, il n'est pas follement estimé. Bon. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où se crée le sport? Je pense que le sport a eu besoin, on le voit très bien dans les propos de Pierre de Coubertin, je pense que le sport a eu besoin, pour des raisons qui sont assez compliquées, hein, mais de se légitimer. Et il s'est légitimé en promouvant l'idée selon laquelle le sport est formateur. Donc on sort complètement de la vision traditionnelle du jeu et on entre dans une vision selon laquelle le sport permet plusieurs choses. Et ce que je n'ai pas dit, d'ailleurs, vous voyez, il y a plein de trucs que je n'ai pas dit, je suis désolé. Bon. Le sport permet d'améliorer les qualités physiques, mais il permet aussi d'améliorer les qualités, appelons-les morales, la volonté, etc. Et il permet d'améliorer, troisième chose, les modes de sociabilité, c'est-à-dire le respect de l'adversaire, la prise en compte de l'adversaire, etc. Et ça, c'est totalement neuf. C'est-à-dire que c'est des réflexions qui montrent que, au fond, la perspective pédagogique qui légitime de plus en plus la pratique sportive, cette perspective pédagogique l'emporte et s'impose dans la dernière décennie du 19e et n'ont fait que grandir. Et c'est comme ça aussi que, je dirais, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais c'est comme ça sans doute que vous êtes passé au niveau de l'école à quelque chose qui était plutôt, appelons-le la gymnastique, à quelque chose qui est quand même la formation sportive. Vous voyez ? Je ne sais pas si je vous ai répondu. Moi, je voulais savoir quels étaient les liens entre le sport et la politique. En particulier, je pense au régime totalitaire, aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ou avant, qu'à présent. Un sujet également sur lequel j'ai gardé malheureusement un certain silence, alors qu'il est particulièrement important. Mais reprenons ce que je viens de dire, à savoir que le sport révèle en quelque sorte, révèle des qualités de formation, révèle des qualités physiques, révèle des qualités sociales, etc. Deuxième remarque, indispensable, le sport met en évidence des champions et des héros. Alors vous imaginez qu'aussitôt, bien entendu, des régimes politiques s'emparent de l'image et tentent, dans leurs résultats, de légitimer une image positive. Avec en plus des dangers, c'est encore une autre question, mais passionnante, avec en plus des dangers, à savoir que un État gagne à mettre en évidence ses propres champions, et à ce moment-là, il est prêt à faire beaucoup de choses pour que ces champions soient véritablement vainqueurs. Faire beaucoup de choses, c'est quoi ? Recourir au dopage. Et 1000 exemples émergent. L'Allemagne de l'Est a eu des champions absolument écrasants dans les années 60
et avec un effacement à partir du moment où l'Allemagne de l'Est disparaît. Et ces champions révèlent a posteriori qu'ils ont été follement dopés. En 74 ou en 76 au Jeux de Montréal, vous avez un bateau qui se trouve sur le Saint-Laurent et qui reçoit les Allemands de l'Est pour les doper. Et aujourd'hui, puisque vous me poussez, moi, vous savez, si vous me poussez, j'accepte. Moi, je trouve absolument scandaleux, excusez-moi, mais scandaleux que la Russie puisse participer aux rencontres, à la fois non seulement à cause de la guerre de l'Ukraine, bien entendu à cause de l'Ukraine, mais aussi parce que la Russie s'est révélée un pays où le dopage a été forcené, à un point tel qu'ils ont été exclus, certains d'entre eux. Donc c'est scandaleux, voilà. Mais je terminerai là-dessus. Quelle a été la réaction de Charles de Gaulle en 60, lors de l'échec, enfin échec relatif, mais échec quand même, hein, des Français aux Jeux de Rome en 60. Quelle a été l'idée de Charles de Gaulle? Réorganisons le sport, pour qu'il donne une image, vous voyez? D'où le rôle du colonel Crespin, etc. Mais je ne pouvais pas tout dire, je suis désolé, il y a plein de choses qui manquent, effectivement. Mais assumons. Est-ce que d'autres questions? Alors, moi, j'en ai peut-être une. Peut-être devons-nous rappeler à nos amis les origines, l'étymologie du mot sport et le passage au niveau du vocabulaire courant, quotidien, du jeu au sport, et le retour qui aujourd'hui fait réémerger le mot jeu me fascine un petit peu. Georges, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux parler du déport, du transport, hein? Ouais. Tous ces mots sont inclus dans le mot sport. Oui, c'est vrai qu'il y a ce terme, médiéval qui est des sports, c'est-à-dire qu'au fond se déplacer, se déporter, et on considère que le sport est né de cette origine, mais personnellement, ce que je trouve important, c'est que les Anglais commencent à utiliser le mot sport dans la première moitié du 19e, à côté de games, vous voyez, et vous commencez à avoir une notion qui est très intéressante, hein, et qui a disparu, même si on continue un petit peu d'utiliser, qui est celle définissant un sportsman, c'est-à-dire celui qui, au fond, orchestre un certain nombre de pratiques, appelons-les sportives en mettant des guillemets, et compétitives. Et en particulier le sportsman, quand on lit, par exemple, des textes qui sont très intéressants, comme Les Français peints par eux-mêmes, le texte de 9 volumes sorti dans les années 40, ou Les Anglais peints par eux-mêmes, un texte de 2 volumes sorti à peu près à la même époque, vous avez cette notion de sportsman. Et le sportsman, c'est encore celui qui gère finalement les compétitions des chevaux. Vous voyez, et ce mot sport, des sports, sport, etc., concerne d'abord dans ces périodes de la première moitié du 19e, conserve ce rapport finalement à la compétition et au cheval en particulier, un peu la chasse. Après, vous avez l'idée, je pense à des gens comme Clémenceau, par exemple, fin 19e, même si Clémenceau c'est un homme du 20e, mais fin 19e, il pratique. On va d'ailleurs faire une exposition sur le sport et Clémenceau. Donc, des gens comme Clémenceau et d'autres, ce sont des sportsmen. C'est-à-dire que ce sont des gens qui multiplient les pratiques physiques. Mais ces pratiques physiques ne sont pas véritablement le sport tel qu'on l'entend au sens compétitif du terme. Donc le mot, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il a du flottement, mais indiscutablement, à un certain moment, en particulier dans les dernières décennies du 19e, un peu avant chez les Anglais, un peu après chez les Français, indiscutablement, il rassemble des pratiques compétitives différentes sous un même mot, qui met en évidence l'organisation, la compétition, le temps, l'espace, etc., ce dont je viens de parler. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire une histoire du terme que je n'ai que caricaturé. On vient de vous interpeller par rapport le rapport du sport et de la politique. J'aimerais vous interpeller, monsieur, sur le rapport du sport et de l'argent et de ces
de ces rachats de club à club, de ces transferts d'argent qui ne peuvent qu'interpeller. Est-ce qu'une certaine partie du sport n'est-elle pas en train de perdre son âme? Alors, je comprends 1000 fois votre question, hein. Mais je pense que pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut revenir à la notion de spectacle. Vous voyez, pour prendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la notion de spectacle. Alors, quelqu'un comme Pierre, c'est un sujet absolument passionnant. Vous lisez Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin vous dit, dans un certain nombre de textes, en plus il a énormément de textes, Pierre de Coubertin, hein, mais non seulement des livres, mais énormément d'articles dans cette revue qu'il a fondée, qui s'appelait la Revue Olympique. Donc vous lisez les textes de Pierre de Coubertin, et vous voyez que ce qui l'intéresse, c'est indiscutablement des problèmes de morale. Alors, c'est un noble, il ne faut jamais oublier, c'est un noble, mais qui est partisan quand même de la démocratie. Et donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est recréer quelque chose qui est de l'ordre d'une chevalerie, mais d'une chevalerie gratuite, d'une chevalerie fondée sur les valeurs personnelles et pas des valeurs d'ascendance, si vous voulez. La noblesse, c'est vous avez un acquis qui installe votre statut. Là, lui, c'est plutôt créer une chevalerie fondée sur une valeur formée, installée par les individus. Très bien. Et son idée, c'est que ce qui est fondamental, c'est cette valeur, c'est pas autre chose. Donc il va vous dire, le vrai sportif, c'est celui qui ne s'intéresse pas au spectacle. C'est celui qui s'intéresse à ses compétiteurs et à ses propres résultats. Et donc il est, il y a des textes fabuleux de ce point de vue-là, il est la foule. Et alors en plus, chez de Coubertin, vous avez, la foule elle est noire, la foule elle est dangereuse, la foule elle est inquiétable. Pas de spectacle. Bon, très bien. Mais en même temps, quand vous lisez Pierre de Coubertin avec attention, vous voyez que pour des raisons de morale, il va vous dire « Ah oui, mais les compétitions, il faut leur donner de l'importance, il faut leur donner de la manifestation physique et visible, il faut faire des retraites au flambeau, il faut faire des défilés, il faut faire des cérémonies. » Et donc il est repris par le spectacle, Pierre de Coubertin. Vous voyez ? Bien, très bien. Or, indiscutablement, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, liées au loisir, il n'y a pas seulement le fait de participer, il y a aussi le fait de regarder, lié au loisir, etc. Il y a un spectacle qui s'installe. À partir du moment où le spectacle s'installe, vous ne coupez absolument pas au fait que les compétiteurs vont vous dire « Oui, mais c'est très bien, mais moi je ne peux pas faire ça gratuitement. » Voyez ? Et je me rappelle, je vais vous raconter une petite anecdote qui est absolument incroyable, qui est la suivante. Vous avez tous compris que personnellement, je suis originaire du Sud et je suis originaire d'un pays qui organise des compétitions régulièrement, Monaco. Monaco organise dans les années 60 des rencontres d'athlétisme. Ils invitent Jasi, qui à l'époque avait terminé second du 1500 mètres de Rome aux Jeux Olympiques. Derrière, je suis en train d'oublier son nom, ça va me revenir, un Sud-Africain. Très bien. Jasi fait un 1500 mètres à Monaco, il vient voir le responsable de la compétition, que je connaissais très bien, et je dis, bah, quand même, écoutez, franchement, vous pourriez un peu me défrayer, vous m'avez payé l'hôtel, vous m'avez payé le voyage, mais je ne peux pas courir pour rien. Vous savez ce qu'il lui répond, le responsable ? Non, mais il le tutoie, ce qui est incroyable, mais dis donc, tu te moques de moi. Tu es amateur. Qu'est-ce qu'il vient me casser les pieds comme ça ? Vous voyez ? J'ai complètement oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même indiscutablement, et c'est normal. C'est absolument normal. C'est le fait que un spectacle, ça se paie. Alors pourquoi ça se paie ? Pourquoi ça se paie ? C'est encore plus compliqué qu'on l'imagine. C'est pas seulement parce que des gens sur les bords du terrain regardent. Mais c'est parce que le spectacle, c'est infiniment compliqué. Et ça a commencé par quelque chose qu'on a complètement oublié. Ça a commencé par le Tour de France. 1903, Desgranges, le propriétaire du journal L'Auto. Il s'est battu avec un autre journal qui s'appelait le Vélo L'Auto. Il a réussi à l'emporter. Bon, bref, il organise le Tour de France. Que fait-il ? Il organise le Tour de France en payant les coureurs, en payant le dispositif du circuit, en payant les hôtels, etc. Très bien. Et il y a un journal, Desgranges. Dans son journal, il se passe une chose qui est absolument fondamentale, c'est qu'il raconte la course.
moi, quand je vais regarder un passage du Tour de France, je vois les mecs qui passent, et puis c'est tout. Il y a un texte extraordinaire de Colette qui raconte le Tour de France qu'elle voit, je ne sais plus à quel endroit, la région parisienne, en 1912. Elle dit, j'ai vu des coureurs en arceau, le visage plâtré par la boue, méconnaissable. Voilà, ça s'est passé en 30 secondes, et j'ai rien compris. Bon, très bien. D'accord, mais Colette, c'est un vrai génie, hein, je veux pas... Bon. Mais Desgranges, lui, il vous raconte ça. Il vous dit, ils sont partis à telle heure, il y a eu un tel qui a dépassé, puis il a été rattrapé, il a fait un effort. Alors Desgranges, c'est un poète, oui, il vous raconte n'importe quoi, hein, mais c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il raconte, vous voyez. Donc en racontant, il vend. Bon, vous allez me dire, très bien. Ben oui, mais ça suffit pas. Dans ce journal, non seulement il vend le papier, mais il vend les placards publicitaires. Et donc ça se complique, vous voyez. Alors d'abord, les publicités du vélo, et puis ça sort du vélo. On peut vendre d'autres publicités, on peut raconter ce que vend Saint-Étienne, la manufacture, etc. On vend des lits, on vend des chambres, et ça y est. Et donc vous entrez dans un système qui indiscutablement ne peut pas se passer de l'argent. Alors continuons. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision aujourd'hui? Évidemment, la télévision vend de l'excitation et du spectacle, mais elle vend des espaces. Elle vend des espaces. Elle vend des espaces qui croissent selon l'attirance que représente ce qui est montré. Exemple, si la France est finaliste, vous avez tous lu ça sur la presse, et vous avez compris que moi j'ai lu la presse avec attention ligne à ligne, la presse sportive tous les jours de manière obsessionnelle, vous avez compris. Donc, si la France se retrouve en finale de la Coupe du Monde de rugby, à ce moment-là, le placard vaut X plus. Si la France n'est pas en finale, le placard vaut X. Donc vous voyez bien qu'à partir de là, ce n'est plus possible d'ignorer le compétiteur. Et évidemment, bon, les prix peuvent vous apparaître complètement fous. Je ne vais pas rentrer... Mais, bon, et c'est très difficile d'éviter ça. Alors en plus, il y a une autre question qui est extrêmement intéressante, qui est pourquoi certains gagnent plus que d'autres. D'abord parce qu'il y a le problème de talent, mais il y a aussi le problème que des sports sont plus visibles que d'autres. Et... la lutte, c'est pas visible. Des gens qui raptent comme ça sur le sol, en s'accrochant à droite, à gauche, c'est pas spectaculaire. Donc la lutte, elle n'existe que tous les 4 ans au JO et encore. Mais il y a d'autres sports qui sont beaucoup plus spectaculaires. Le tennis, le football, ça. Alors là, ça, on change de registre. Et donc c'est normal que d'ailleurs, moi je trouve, je fais une parenthèse, je trouve que très curieusement, on ne suit pas suffisamment ça. Très curieusement, le vrai sport aujourd'hui, c'est le foot. Demain, ce sera peut-être autre chose. Mais le vrai sport, c'est le foot. Alors que quand moi j'étais gamin, c'était plus compliqué. Et pour revenir à Cerdan, oui, c'était eux les vrais sportifs, vous voyez. Ça a complètement changé. Donc le vrai sport, c'est le foot, je ferme ma parenthèse. Et donc dans une certaine mesure, on peut comprendre que ces gens-là, qui sont visibles de manière absolument intense, ces gens-là, oui, ils sont l'objet d'attirance, d'argent. C'est compliqué. J'aimerais que les auteurs gagnent autant que les footballeurs. Oui, mais moi auteurs... je tenais à dire que nous avons un sportif de très 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 haut niveau devant nous qui ne nous a rien coûté. Mais les auteurs gagnent beaucoup moins que les footballeurs.